Il existe des histoires qui ne disparaissent jamais vraiment. Elles ne vivent pas dans les livres. Elles vivent dans les corps, dans les regards, dans les silences. Des vies interrompues trop tôt. Des familles séparées sans explication. Des peuples qui ont appris à souffrir en silence. Pendant des années, on a demandé d'oublier, d'avancer, de ne pas poser de questions, de tourner la page. Mais certaines pages sont écrites avec des larmes. Et certaines douleurs ne s'effacent pas. Aujourd'hui, nous revenons là où tout a été enfoui. Là où l'histoire devient fragile. Là où la mémoire tremble encore. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement un récit. C'est ce qui reste quand tout le reste a été perdu. Ici, on ne cache rien. On dit tout. La vérité sans filtre. Abonne-toi! En 1958. Par référendum du 28 septembre, la Guinée rejette la communauté française et déclare son indépendance le 2 octobre 1958. Le gouvernement colonial se dissout, Sékou Touré, chef du conseil de gouvernement guinéen, devient président de la République. Une commission constituante de 15 membres est nommée et une nouvelle constitution est adoptée le 10 novembre 1958, loi numéro 4. Le départ de la France entraîne un choc économique. Dès fin octobre, un commando français récupère plusieurs milliards de francs CFA en billets de la Banque de France et les transferts financiers sont suspendus. La Guinée prépare sa sortie du franc CFA. Aucun budget officiel n'est publié pour 1958, mais le pays fait face à une pénurie de devises et dépend d'aide, visite de Nkrumah. Après l'indépendance, l'appui vient d'Afrique, le Ghana et le Libéria reconnaissent la République guinéenne, octobre 1958, la Sierra Leone en novembre. Le 12 décembre 1958, l'ONU admet à l'unanimité la Guinée, la France s'abstient. Touré demande officiellement une « coopération économique » à la France, lettre au président Coty, mais celle-ci reste gelée. Dès octobre, des opposants présumés, coloniaux, intellectuels pro-France, sont mis à l'index. Des services de sécurité, jeunesse PDG, milices, se forment. On note l'amorce d'une chasse aux traîtres, préparation d'un éventuel coup étranger, cité par Focard pour 1959 à 60. Il n'y a pas encore de grand procès public en 1958. Fort sentiment nationaliste. Création du quotidien Roya, Liberté, pour promouvoir l'idéologie du régime. Début de l'organisation d'une éducation patriotique, cours d'alphabétisation pour adultes. La radio locale passe sous contrôle guinéen le 1er octobre, transfert de la police de Conakry aux Guinéens. Données macroéconomiques indisponibles, indépendance brusque. On note l'effondrement des financements extérieurs. Selon Amnesty, la répression coûtera au total 50 000 vies, 1958-84, mais pour 1958 ce chiffre n'est pas mesuré. En 1959, le PDG se consolide comme parti unique de fait. Aucune élection réelle, Touré reste seul dirigeant. Le régime organise des congrès du parti pour diffuser la ligne socialiste. 1er mai 1959, lors de la visite de Kwame Nkrumah, l'existence d'un plan triennal de développement est annoncée, mise en œuvre prévue à partir de 1er janvier 1960. La Guinée adopte la planification centralisée, priorité à l'agriculture, multiplication de coopératives, et à l'industrie d'État. Les premières coopératives rurales se créent, marquant la collectivisation forcée, loi du 25 décembre 1959. Les voisins africains s'engagent en faveur de la Guinée, le Ghana accorde un prêt de 10 millions de livres sterling fin 1958, annoncé en visite à Conakry, et offre son soutien au plan économique guinéen. La Guinée participe activement à l'organisation de l'Unité africaine, fondée en mai 1963, et confirme son alignement sur les positions panafricanistes, soutien aux indépendances de la Guinée-Bissau, du FLN algérien. Quelques arrestations ciblées d'opposants, notamment anciens cadres pro-France, ont lieu sous couvert de « complot ». Le nouveau régime s'emploie à étouffer toute dissidence, posant les bases des campagnes de répression futures. Intensification de la propagande d'État, affiche « Liberté dans la pauvreté ».
Création de la jeunesse volontaire, service militaire pour endoctriner les jeunes. Les médias sont nationalisés et surveillés, journal au Roya, radio d'État. Pas de chiffres officiels diffusés. La Guinée quitte progressivement le franc CFA, préparatif en 1959, aboutissant en 1960. Aucune statistique fiable, PIB, inflation, n'est publiée pour 1959. En 1960, le PDG est érigé en parti unique, décret-loi de 1960, toute opposition interdite. Sékou Touré est investi président à vie, scrutin à liste unique, en janvier 1961. L'administration est structurée autour du parti. Le 29 février 1960, le gouvernement promulgue l'ordonnance numéro 009 BRG créant le franc guinéen et la Banque de la République de Guinée, BRG. Ces mesures prennent effet le 1er mars 1960. La Guinée quitte la zone franc, contraignant la France à suspendre immédiatement tout transfert financier. Un premier plan triennal, 1960-1962, 38 milliards FG, est lancé, discours du 1er juillet 1960, pour accroître la production agricole via 500 coopératives planifiées. La Guinée tourne le dos à l'Occident, rupture diplomatique de facto avec la France, fin 1960, après le « non ». Touré se rapproche du bloc socialiste, URSS, Chine, Cuba, qui lui fournit cette technique et militaire. L'adhésion à des organisations non alignées, soutien à Castro, adhésion au mouvement des non-alignés, débute. La police politique se renforce, Camboiro mis en service. Des officiers et intellectuels soupçonnés d'être pro-occidentaux sont brièvement emprisonnés, procès secret. C'est l'époque où le régime de terreur s'officialise, ordre donné au service de monter de fausses affaires. Nationalisation de secteurs clés, exemple. Électricité, ou en 1960. Enseignement réorganisé en comité révolutionnaire, début des purges d'enseignants. La radio et la presse restent instruments de propagande. L'unité culturelle est promue, chansons socialistes, enseignement du français standard. Développement de la raffinerie d'alumine de Fria, production accrue après 1960, début exploitation à plein régime. Données macro inexistantes mais la Guinée doit remplacer l'aide française par un lourd endettement extérieur, notamment emprunt ghanéen pour le plan. En 1961, Sékou Touré est élu président le 15 janvier 1961 à 100% des voix, unique candidat du PDG. Le régime s'enracine encore davantage en supprimant les maigres libertés restantes, organisation de nouveaux comités révolutionnaires, fusion État-parti. Poursuite du plan triennal, on construit des digues, on installe un cadastre rural. Des mesures anti-privées s'étendent, nationalisation des principales entreprises françaises de services. Le gouvernement annonce des réformes agraires, loi du 2 décembre 1961 sur réorganisation de l'agriculture. Touré reçoit à Conakry des délégations africaines. Il décerne le 24 février le prix de la paix internationale à Touré, URSS, en plein contexte de guerre froide. La Guinée développe ses liens africains, soutien diplomatique à Kruma, coopération avec les nouvelles républiques africaines. Fin 1961 éclate le complot des enseignants. En novembre, des instituteurs sont accusés de subversion et de comploter avec l'étranger. Au moins 7 enseignants sont arrêtés, 3 condamnés au bagne, dont Koumandian à 5 ans. Le 24 novembre, une grève lycéenne tourne à l'émeute antigouvernementale, slogans hostiles, et est violemment réprimée par l'armée et des milices. Sékou Touré crie au « complot impérialiste », discours du 5 décembre, et procède à de nouvelles arrestations d'intellectuels et de journalistes, exemple. Des Diallo Ibrahima Diawara. C'est la première grande purge publique, symbolisée par le Camboiro. Formation de la garde d'honneur, milice paramilitaire du parti. Intensification de l'endoctrinement, défilé, hymne patriotique, liberté. Création d'écoles d'application pour former l'élite PDG. Tous les établissements d'enseignement relèvent désormais de l'État. Niveau de vie bas, selon Le Monde, le revenu moyen guinéen est inférieur à celui des pays de l'AOF. Pas de chiffres officiels publiés, pas de statistiques de PIB ou d'inflation. Les pénuries, aliments, produits manufacturés, incitent aux manifestations sociales. En 1962, consolidation du pouvoir totalitaire, toutes les lois passent en Conseil de l'État unique. Le 3 janvier, la loi fondamentale de 1958 est amendée pour renforcer les pouvoirs du président, effacement des contre-pouvoirs. Touré se proclame guide suprême de la révolution.
Lancement de la 2 tranches du plan triennal, 1962-64. L'aluminerie de Fria reçoit un crédit soviétique pour accroître sa production. Le parti intensifie la création de coopératives agricoles, près de 500 prévues, pour supprimer le petit commerce, ce qui provoque des tensions dans les campagnes. Mais 1962, Touré effectue une visite officielle en République populaire de Chine, premier chef d'État africain à le faire, et obtient une aide financière et technique conséquente. Les relations avec les pays socialistes se renforcent, aide soviétique, conseiller cubain. Sur le plan africain, la Guinée continue son rôle de médiateur, accueil de délégations libériennes et maliennes. L'appareil répressif se durcit, des milices, jeunesse PDG, s'implantent dans les villes. Quelques arrestations de militaires soupçonnés sont signalées, exemple. Procès du complot Haïti, en décembre. Le camp Boiro se remplit peu à peu de prisonniers politiques. Les écoles sont transformées en centres d'endoctrinement, cours du soir en idéologie marxiste. Renforcement de la censure, presse étrangère interdite, journaux pro-PDG omniprésents. Mise en place de brigades scolaires, pour la Révolution nationale, dans les universités. Entrée en service de nouveaux barrages hydroélectriques, mini-centrales. Production de bauxite en hausse, annuelle fournissant désormais 50% des devises. Aucun chiffre officiel diffusé, données économiques masquées. En 1963, Touré entame des conciliations avec certains opposants bannières, rares amnisties. Le 1er janvier 1963, la Guinée proclame le serment de non-alignement. Aucune élection ni nouveau texte constitutionnel. Création de la Compagnie des bauxites de Guinée, CBG, en 1963, société d'économie mixte, 49% d'État, avec un consortium américain, exemple. Monsanto, pour extraire la bauxite. Cette convention, signée en plein cœur de la guerre froide, marque le premier partenariat industriel notable hors bloc soviétique. Poursuite du plan, construction d'usines agroalimentaires, riz, sucre, et d'infrastructures routières. Visite en Europe de chefs d'État africains, modération du ton anti-français. La Guinée rejoint l'Organisation de l'Unité africaine, 1963, et participe à des conférences panafricaines. Maintien d'une politique étrangère anti-impérialiste, coopération renforcée avec Cuba, envoi d'étudiants à La Havane. Quelques désaccords internes surgissent, grève locale de fonctionnaires en 1963 réprimée sans ménagement. Les camps d'internement s'agrandissent, nombre de détenus politiques monte. Le régime intensifie le contrôle de l'information, création de l'Agence guinéenne de presse. Des programmes d'éducation idéologique sont lancés, journée de la Révolution à l'école. La culture populaire est utilisée, hymne, théâtre de propagande. Poursuite de la croissance de la production minière, bauxite. Début de la collecte systématique des données économiques, premières estimations de PIB par des organismes internationaux, bien que peu fiables. Inflation mal contrôlée, rééchelonnement de la dette en 1963. En 1964. La Guinée s'érige en bastion du tiers-monde, Touré accueille en octobre un sommet de pays non alignés à Tunis. Le pouvoir suspend tout changement interne, stabilité autoritaire. Le deuxième plan triennal, 1964-66, débute. Nouvelles usines de transformation agricole, riz, savon. Expropriation progressive des dernières entreprises étrangères. Toutefois, des difficultés d'implémentation apparaissent, pénurie chronique. Le 23 novembre 1964, Sékou Touré tente d'imposer l'idée des États-Unis d'Afrique, avec Nkrumah, accord Ghana-Guinée. Soutien technique continu des alliés socialistes, exemple. Experts est-allemands pour l'industrie. La rupture avec la France et l'Occident persiste. Le service intérieur reste sourcilleux, arrestation d'opposants supposés, affaire du complot anglais, en mars 1964 aboutit à plusieurs condamnations, mais les procès restent internes. La répression devient routinière. Introduction du guinéen dans l'éducation, alphabétisation en langue nationale peul, malinké. Le président reçoit des décorations étrangères, Monténégro, Tchécoslovaquie, glorifié comme héros des peuples. Radio Guinée lance des émissions en dialectes locaux. Le plan triennal prévoit une croissance de la production agricole de 8% par an, ratio calculé par l'État. L'économie se maintient grâce à la bauxite, exportation stable, et au coton. Pas de statistiques fiables publiées. En 1965. En août 1965,
Touré rompt officiellement toute relation diplomatique avec la France réduit ses effectifs et clôt ses ambassades. Toute présence occidentale est bannie, expulsion des derniers expatriés. La Guinée s'aligne clairement sur le bloc de l'Est et sur le mouvement révolutionnaire africain. L'autarcie est recherchée, fixation par l'État des prix des biens de première nécessité pour lutter contre l'inflation. Démarrage de programmes industriels lourds, construction d'une raffinerie de benzène à Conakry, de barrages. Mais les difficultés financières s'accumulent. Rupture totale avec l'ancienne métropole, France, et ses alliés africains, Côte d'Ivoire, Sénégal. Sékou Touré s'allie avec les soviétiques et chinois, accord d'aide multiforme. La Guinée soutient les mouvements anticoloniaux, PEG en Guinée-Bissau, MPLA en Angola, et reçoit des réfugiés politiques, exilés chiliens après 1973, etc. Les services secrets se déchaînent, arrestation massive de dissidents présumés, opposants politiques, même étrangers. Quelques procès d'envergure ont lieu à huis clos. Le camp Boiro fonctionne à plein, selon Amnesty, 50 000 tués 1958-84. Propagande anti-impérialiste omniprésente, expositions, journaux, le Croissant Rouge, pour la santé. L'éducation est militarisée, école de cadres révolutionnaires. Les arts plastiques et musique traditionnelle sont encouragés, galeries nationales, orchestre d'État. Les difficultés économiques se traduisent par une grave dévaluation monétaire, franc guinéen, en 1965. Le PIB stagne. Les chiffres officiels sont absents, la balance commerciale est déficitaire, grand investissement public sans capitaux privés. En 1966. Touré célèbre les 10 ans d'indépendance sans réforme politique, discours de « l'unité absolue, nationale ». Le culte du dirigeant atteint son comble, affiche « Touré et le destin de la Guinée » sont placardés. L'État crée des offices, riz, huile, pour réguler l'agriculture. Programme d'industrialisation modeste, usine de ciment. Les pénuries persistent, rationnement du sucre, du riz. La Guinée entre dans la CEA, commune ouest-africaine, libre-échange entre pays socialistes africains, 1966. Maintien du soutien soviétique, grain fourni en échange de bases militaires mineures. Sur le continent, la Guinée apparaît comme leader des pays révolutionnaires. Même s'il n'y a pas de grand procès public cette année, la surveillance policière s'amplifie, réseau d'informateurs dans chaque ville. Des rumeurs d'exécutions secrètes sont relayées. L'enseignement est réformé en « école socialiste d'édification » où on apprend l'idéologie du parti. La jeunesse est entraînée au parti unique via les jeunesses révolutionnaires. Les syndicats indépendants sont dissous, charte du travail du PDG. Incertitude, l'effort de plan est en déficit, les plans 1960 à 62, 1963 à 65 sont incomplètement réalisés. Aucune statistique d'inflation disponible, quelques estimations parlent d'une hausse des prix alimentaires de 20% en 1966. En 1967. Renouvellement en janvier du comité central du PDG sans changement de ligne. Les dirigeants locaux, gouverneurs, sont remplacés pour éviter toute poigne molle. Lancement du 3 plan triennal, 1966-68, focalisé sur l'industrialisation en milieu rural, 500 centres d'entraînement et de production, prévus. Les blocages logistiques, transport, énergie, retardent le plan. Touré participe au sommet de Banjul, ouest-africain, et au sommet de Kampala, OUA. Relations amicales avec le Ghana mis en sourdine, malgré les projets antérieurs d'union. Maintien du blocage diplomatique avec la France. Poursuite des opposants, certains cadres guinéens fuient en exil, notamment au Mali ou en Côte d'Ivoire. Les prisonniers politiques restants, environ 2000 selon estimation, sont maltraités. Création d'un ministère de la révolution culturelle, inspiré par Mao, pour diffuser le marxisme-léninisme à tous les niveaux de la société. Les intellectuels critiques, professeurs, écrivains, subissent des sessions de rééducation politique. Début de la chute du niveau de vie, l'espérance de vie est basse, 50 ans, selon ONG Médicale. Exportation minérale stagnante, l'industrie légère peine. En 1968. Le 1er janvier 1968, Sékou Touré est automatiquement prolongé pour un nouveau mandat, vote PDG interne. Il entreprend une tournée de réconciliation, visite du Sénégal, rencontre Senghor. Absence de plan officiel cette année, l'État répare les infrastructures, route Fouta, aéroport de Conakry. Des incitations sont données aux coopératives pour qu'elles augmentent la production locale de coton et d'huile.
Participation guinéenne à la guerre froide, l'armée guinéenne opère avec les Cubains en Guinée-Bissau contre les Portugais, début de la guerre de libération de la Guinée portugaise. Échange culturel accru avec le bloc de l'Est, tournée de danse traditionnelle en URSS. La répression reste sourde, on signale la mort de prisonniers politiques inconnus dans des interrogatoires, liste secrète de 300 personnes visées. L'État cesse de divulguer le nombre de détenus, avant 500. Journée nationale de la culture instaurée, février 1968, pour glorifier l'identité révolutionnaire guinéenne. Nouvelles institutions culturelles, théâtre national, orchestre philharmonique, voient le jour. Premier recensement démographique, fin 1968, donne une population d'environ 4,2 millions. Production de bauxite en baisse, moins de 5 millions de tonnes contre 7 millions en 1965, faute de carburant et d'investissement. En 1969. Toute activité pluraliste interdite, le pays vit sous un régime policier où tout projet privé est assimilé à la trahison. Aucun changement de personne au sommet. Difficultés croissantes, les rendements agricoles chutent, sécheresse locale. Le gouvernement lance des programmes de subventions alimentaires pour éviter l'effondrement social. Guinée ouvre un crédit très favorable au nouveau président sénégalais Senghor, ami de Touré, pour la production de phosphate, consolidant ainsi l'axe Abidjan-Conakry-Dakar. L'URSS offre un nouveau lot d'armes, canonisation du pacte militaire. 1969 est une année presque calme, en apparence, mais le régime accumule les condamnations à mort en secret. Camboiro reste plein, et des noyaux d'exécution clandestins opèrent hors tribunaux. L'État renforce les fêtes nationalistes, anniversaire de l'indépendance, jour du parti. Les pédagogues créent des manuels scolaires idéologiques, nouvel alphabet, Nkao, encouragé. Situation économique critique, dette publique élevée plus de 2 milliards FG. Les indicateurs officiels montrent la plus faible croissance depuis l'indépendance. En 1970. Suite à un référendum constitutionnel, avril, le septennat présidentiel est prolongé jusqu'en 1980, vote obligatoire. Aucune autre élection. 2 octobre 1970, la Guinée adopte le cili guinéen pour remplacer le franc, un cili égale 12 FG, afin de renforcer sa monnaie nationale. Le cili est immédiatement dévalué, campagne de rumeurs bancaires. Le 22 novembre 1970, la « mer verte » des commandos portugais attaquent Conakry pour renverser Touré. L'opération échoue rapidement, mais elle entraîne la diplomatie guinéenne, la Guinée répond en mobilisant les pays non alignés, conférence Solidarité à Alger. Après l'invasion ratée, la répression devient systématique, milliers d'arrestations, des civils et de l'armée, compromis. Camboiro déborde, les fusillades en forêt, Dixen, voire centaines d'exécutions, s'intensifient. Les conspirateurs supposés, policiers, civils, sont liquidés sans procès. L'armée, remaniée, est honorée célébration pour la résistance nationale. Création d'un mausolée aux martyrs pour les victimes présumées du complot portugais, mai 1971. Les arts et les écoles restent étroitement surveillés. Conscient de la situation, l'État fait ses comptes, déficit budgétaire record, 15% du PIB, selon ministère du Plan. Aucune statistique officielle, mais les experts estiment la Guinée au bord de l'insolvabilité. En 1971. Aucune évolution interne majeure, régime à la continuity. Cependant, le 25 janvier 1971, Sékou Touré organise un meeting de réconciliation à Conakry qui tourne au drame. Des dizaines de cadres politiques et administratifs présents sont exécutés sommairement, fusillés, pendus ou poignardés. Cet épisode, la séance des pendus, suscite une émotion profonde et internationalement condamnée. Au nom de l'unité nationale, tous les dirigeants économiques soupçonnés d'opposition sont virés. L'État nationalise temporairement les plantations exportatrices, café, cacao. On met en place un couvre-feu général, ministère de l'Intérieur. Les ambassades occidentales, notamment USA, GB, France, sont attendues aux cérémonies funéraires des martyrs, ce qui donne un semblant de caution internationale. La chute des prix du cuivre affecte les échanges extérieurs, le pays importe davantage qu'il n'exporte. La répression de 1971 franchit un pic de violence, on évoque des centaines de victimes politiques. La population est terrorisée par les exécutions publiques et l'accroissement du nombre de disparus, exil forcé ou prison. Camboiro ne désemplit pas. Climat de deuil et de peur, période dite des pendus. Les procès publics disparaissent, plus rien ne filtre.
le gouvernement multiplie meetings et défilés pour montrer sa force. Pour 1971, on note l'effondrement des exportations agricoles, colère paysanne. Les calculs officieux évoquent une baisse de 30% du PIB agricole par rapport à 1970. En 1972, consolidation du pouvoir autour de Touré, tous les autres partis du RDG, le mouvement politique de l'ancien colonialiste Touré Moussa, sont interdits en 1972. Touré reste président pour 5 siècles, slogan officiel. Monnaie, le 2 octobre 1972, le franc guinéen est remplacé par le cili, un cili égale 12 anciens francs. L'État annonce la fin de la dévaluation forcée, en réalité, le cili va perdre 60% de sa valeur en 1973. Au plan financier, le budget est réduit, suppression de 20% des fonctionnaires. Renforcement des liens avec l'Afrique subsaharienne, visite croisée avec le président ivoirien Houphouët-Boigny, juillet 1972, pour sceller un accord minier, fer de Nimba. La Guinée remonte dans l'estime de certains pays d'Afrique francophone à travers ce rapprochement. Les expulsions augmentent, quelques milliers de réfugiés considèrent la Guinée trop dangereuse. Les exécutions massives cessent sur les places publiques, mais continuent dans les camps. Diallo Telli, ancien SG de l'OUA, est torturé puis emprisonné, mars 1973. Dialogue de sourds, Touré proclame le besoin d'assainir la société, la population vit sous couvre-feu régulier. La censure étouffe le cinéma, importation d'un film interdit sur le couple présidentiel. L'effet du chèque Houphouët-Boigny est positif, recettes minières, fer de Nimba, doublé en 1972. Mais l'économie guinéenne reste close, réserve de change très basse. Aucun vrai recueil statistique publié. En 1973. Préparatifs du référendum de 1974, nouvelle constitution. Aucune opposition ni débat pluraliste. Touré rencontre le 24 juillet 1973 le futur président sénégalais Abdou Diouf, marquant de nouveau l'importance du rapprochement régional. Inauguration en mars de 2 barrages hydroélectriques, Garafiri et Amaria, augmentant de 50% la production électrique. Mise en chantier de routes rurales, Parex. Nzérékoré Massanta. Tournée diplomatique de Touré en Afrique de l'Ouest, Ghana, Nigeria, Kenya, pour promouvoir le panafricanisme. Il salue l'admission de la Guinée au mouvement des non-alignés. Parallèlement, maintien de la méfiance envers les anciens colonisateurs. Bien que l'attention soit aux infrastructures, l'arbitraire continue, on signale de nouvelles tortures dans le camp Boiro. Un petit nombre de prisonniers politiques historiques, exemple. Certains militaires de 1970 restent exécutés par le Sékou Manège. Priorité à l'endoctrinement linguistique, modernisation de l'alphabet Nkao pour les langues mandingues. Création de la télévision nationale, 1966, mais développée en 1973, pour renforcer le contrôle du message. Le premier budget étatique dévoile timidement un chiffre de croissance de 3% pour 1973, sous-évalué selon des sources privées. Les investissements publics sont stabilisés, 5 milliards FG. En 1974. Le 27 décembre 1974, un référendum constitutionnel et présidentiel confirme Touré pour un nouveau mandat, vote PDG unique, reconduction à 99%. Aucun changement réel de politique. Les décrets augmentent le nombre de députés PDG au Parlement, chambre symbolique. Adoption, sans débat, du 4 plan triennal, 1974-76, axé sur l'économie rurale, construction de silos de stockage, circuits d'irrigation. Le marché noir se développe, mais les autorités ferment les yeux pour éviter plus de mécontentement. En juillet, réception du président malien Modibo Keïta, ancien allié de Touré. Poursuite de la normalisation avec l'Occident, le nouveau président français Valéry Giscard d'Estaing annonce une future visite. La Guinée adhère à des banques multilatérales de développement, Banque africaine de développement, 1974. L'arbitraire persiste en silence, exécution nocturne. Le 1er mars 1974 marque un tournant, plusieurs officiers ayant refusé d'abuser des manifestants en 1977 seront eux-mêmes exécutés. La radio diffuse désormais des bulletins en langue minoritaire, Fora, Kissi. La tradition orale et la musique folklorique sont valorisées officiellement, spectacle de danse traditionnel pour la fête de l'unité. L'État annonce une baisse d'inflation, 10%, au titre de 1974. Aucun organe officiel ne valide ces chiffres, mais ils sont contestés par des commerçants. En 1975.
Ouverture diplomatique historique, le 14 juillet 1975, les présidents Touré et Giscard d'Estaing se rencontrent à Conakry pour normaliser les relations, après 10 ans de rupture. Des missionnaires français reviennent. Le PDG durcit néanmoins sa mainmise, ne tolérant aucun parti d'opposition, jugement de Bakary Diallo en est un exemple. La France reprend partiellement ses aides économiques, crédits, salaires des fonctionnaires. De nouvelles entreprises franco-guinéennes mixtes sont créées, exemple. Timex Conakry. Ajustement économique limité, léger relâchement des prix de quelques denrées. La réconciliation avec la France est officialisée, Touré y voit l'occasion de diversifier ses partenariats, l'Europe réinvestit la mine de bauxite. Il maintient cependant sa politique panafricaniste, soutien ouvert au CNT libyen. Petite détente, à l'occasion du rapprochement franco-guinéen, l'État gracie 300 prisonniers politiques, mi-1975. Toutefois, toute critique sur la scène publique reste tabou. Réouverture partielle de l'espace public, le Conseil supérieur de la Révolution, CSR, autorise désormais des congrès paroissiaux sur des thèmes non politiques, éducation, santé. L'enseignement artistique se développe, École normale des beaux-arts. On observe en 1975 une reprise du commerce extérieur, importation chinoise en baisse, produits français en hausse. Le déficit budgétaire se réduit légèrement, nouveaux investissements étrangers. En 1976. Poursuite du statu quo politique. Des officiers fidèles à Touré complotent et sont arrêtés en mai. Diallo Telli, ex-OUA et ancien ministre, est arrêté en juillet pour complot contre-révolutionnaire. Premier bilan du rapprochement avec la France, accord signé pour moderniser Fria, nouvelle unité d'électrolyse, financée par Péchinet. Plan d'urgence lancé pour remédier aux pénuries chroniques, envoi d'une mission cubaine pour améliorer la production rizicole. Touré conclut un accord de coopération militaire avec l'Union soviétique, avril 1976. Il se montre solidaire du premier gouvernement grec socialiste, avril, et amorce des relations culturelles avec la Yougoslavie, envoi de troupes de scouts. Les arrestations continuent, plusieurs officiers et journalistes sont condamnés à mort, exécutés fin 1976. Les rares libérations de 1975 sont révoquées par mesure de précaution. Diffusion de l'œuvre de Patrice Lumumba, traduit en français, à la radio pour mobiliser le panafricanisme. Le cinéma de propagande, documentaire sur le progrès réalisé, se développe. Fondation du Ballet national de Guinée. Quelques chiffres officieux annoncent une croissance modeste de 2,5% pour 1976, globalement modeste. Les recettes de la bauxite augmentent grâce au relèvement des quotas d'exportation aux États-Unis. En 1977. Aucune évolution structurelle. Le 27 août, révolte des femmes du marché de Conakry, la décision de bannir le commerce privé provoque des émeutes nationales initiées par les marchandes, certains gouverneurs sont renversés localement. Touré réprime dans le sang, des centaines de morts, puis annonce la suspension provisoire des réformes les plus extrêmes. Sous la pression, l'État abandonne les mesures de collectivisation les plus radicales, le 30 août, décret sur la « liberté relative » du petit commerce. Un plan de relance de l'agriculture est annoncé en septembre, attention au riz et à la nourriture de base. Malgré la révolte, les grands alliés socialistes affirment leur soutien public, solidarité contre le néocolonialisme. En France, l'opinion médite sur la nature du régime, la visite de Giscard en 1978 est alors en préparation. Après la crise, le régime emprisonne en masse toute personne suspectée d'avoir participé, hommes, femmes, étudiants. Le camp Boireau voit affluer des opposants réels ou supposés. Du côté populaire, l'esprit de révolte gagne confiance, le 27 août devient jour de mémoire. Dans la foulée, le 27 août 1980 sera institué comme fête nationale des femmes, après l'ère Touré. Les célébrations officielles perdent leur solennité, Touré est hué lors de meetings fin août. Effet dévastateur sur l'économie, la production de riz chute de 25%, secteur agricole temporairement paralysé. La Banque centrale annonce un déficit record, le seul épisode de « plan d'austérité » succédant à août 1977. En 1978. Le régime profite d'une accalmie forcée pour renforcer le « culte du chef », monnaie à l'effigie de Touré, portrait dans les écoles. En octobre, l'Assemblée nationale est renouvelée, tous cadres PDG. Un nouveau plan quinquennal est lancé, 1978-82, axé sur la diversification agricole. Des rarettes inquiétantes persistent, pétrole importé.
Le gouvernement interdit l'exportation de matières premières stratégiques, palmiers, coton, pour préserver le marché intérieur. Visite de Giscard d'Estaing, fin 1978, première visite d'un président français en Guinée depuis l'indépendance. Cet événement marque officiellement la réconciliation franche entre Conakry et Paris. Touré effectue ensuite un voyage en Europe, Allemagne de l'Ouest, Royaume-Uni, en août 1978 pour attirer des investissements. À l'occasion du tournant diplomatique, quelques emprisonnés de longue date, académiciens, officiers, sont libérés par mesure d'amnistie en décembre. Cependant, la torture et les disparitions clandestines demeurent. Renforcement de éducation populaire, programme d'alphabétisation accéléré. L'université est élargie, nouvel institut rural. Le album de la Révolution guinéenne, 1960-1970, est publié, glorifiant le régime. La reprise des relations extérieures entraîne une hausse de 15% des investissements étrangers, principalement du matériel minier. Le budget 1978 à 79 prévoit une hausse de 5% des dépenses éducatives. En 1979. Aucun changement notable. L'État est attentiste, fin de la décennie des plans quinquennaux. Touré restaure la « Grande Fraternité ouest-africaine », mais sans effet immédiat. Tentative de redressement, taxe sur les sociétés remise en cause, 1980. De petites concessions aux fonctionnaires, bonifications alimentaires, sont accordées pour prévenir les grèves. Touré se rapproche de l'Éthiopie socialiste, accueille de Mengistu El Mariam et renforce les liens avec le bloc de l'Est, fête de l'indépendance synchronisée avec le 1er mai soviétique. L'Office central de répression des crimes économiques arrête plusieurs anciens ministres pour sabotage national, procès secret fin 1979. Développement de l'artisanat encadré par l'État, coopérative d'État de Tisserand. L'espace culturel de Conakry organise des expositions sur les « gloires révolutionnaires ». Les rapports de Fonds monétaire ne donnent rien de nouveau, récession latente. Cela fait 4 années consécutives de croissance nulle selon des estimations extérieures. En 1980. Élection législative du 16 novembre, scrutin à liste unique PDG, le parti remporte logiquement tous les sièges, liste unique déposée par Sékou Touré. Louis Lansana Béavogui, Premier ministre, apparaît comme possible successeur. Face à la crise monétaire, le CILI est dévalué une seconde fois en février 1980, 50%. L'inflation s'accélère, économie informelle prospère. Le gouvernement engage quelques réformes de gestion, libéralisation du prix des produits agricoles. Tentative de tourner la page, le président libyen Kadhafi est reçu à Conakry, mai 1980, un signe d'équilibre entre Occident et Ouest. Une brève réouverture aux pays arabes est amorcée, nouvelles relations commerciales. L'atmosphère reste tendue, de nouveaux journaux clandestins apparaissent, censure accrue. Plusieurs citoyens modérément révoltés sont emprisonnés. Toujours, aucune protestation publique n'est tolérée. De rares aubaines culturelles, autorisation de lecture en groupe privé sur l'histoire de la colonisation, sous surveillance. Le cinéma de montage de films de propagande s'améliore techniquement, coproduction soviétique. Les économies de l'aide étrangère, multiples coupures, mènent à des pénuries encore plus aiguës. Selon la Banque mondiale, le PIB par habitant de la Guinée en 1980 serait proche de celui de l'année 1968 ayant stagné une décennie. En 1981. Discours de Nouvel An de Touré promettant de nouvelles réformes révolutionnaires. Quelques aménagements administratifs, fusion de certains ministères. Accentuation du libéralisme timide, des marchés publics sont créés pour alléger la pression sur le secteur privé, encore très réduit. Quelques PME artisanales locales sont tolérées pour la 1 fois. Voyage de Touré en URSS, septembre 1981, réaffirme l'amitié, nouvel échange culturel. Les relations avec la France restent cordiales, coopération économique discute de projets hydroélectriques. Des dissidents notoires commencent à réapparaître en exil, exil en Côte d'Ivoire de fonctionnaires critiques. Les arrestations diminuent, mais la surveillance s'organise autour d'une « commission des complots » active. Naissance d'un théâtre national, avril 1981, pour « instruire les masses ». Création des « maisons de jeunesse Sékou Touré » pour canaliser l'énergie des jeunes urbains. Officiellement, stabilité monétaire, taux inflation 5% pour 1981, selon Banque centrale. Carburant et engrais deviennent disponibles grâce à un prêt Yougoslavie, 1981. En 1982.
Réforme constitutionnelle, le 22 juillet 1982, une nouvelle constitution est promulguée, Parlement réduit, nouveau symbole, simplifiant la propagande, suppression d'un symbole vieux. Le 9 mai, Touré est réélu, vote PDG, pour un 4 septennat, sans adversaire. L'État lance un programme de relance budgétaire, budget en déficit pour financer routes et écoles, espérant contenir la montée du chômage. Début de collaboration avec des ONG nord-coréennes pour de l'aide technique en agriculture. Événement majeur, en septembre 1982, Sékou Touré effectue sa première visite officielle en France depuis l'indépendance. François Mitterrand l'accueille à l'Élysée, marquant l'apaisement des relations franco-guinéennes. Jacques Chirac l'accueille à l'hôtel de ville de Paris, la France offre une aide symbolique, volet culturel. Signe de détente, quelques opposants historiques, exemple. Anciens ministres, sont consultés secrètement pour préparer une ouverture partielle. Mais la surveillance reste omniprésente, écoute téléphonique, poste de contrôle aux frontières. La visite de Touré en France donne un coup de pouce au prestige du régime. Lien culturel renforcé, exposition guinéenne au Musée de l'Homme, Paris. L'État promeut l'enseignement de la francophonie comme richesse nouvelle. Le FMI note officiellement une légère amélioration macro, déficit budgétaire ramené sous 10% du PIB. Mais cette amélioration est essentiellement due aux prêts et dons étrangers, France, Corée. En 1983. En juin 1983, Sékou Touré invite formellement Jacques Foccart en Guinée, rencontre tenue le 25 juin 1983, pour clôturer 25 ans de conflit politique. Touré évoque publiquement l'idée de pardonner De Gaulle via cet intermédiaire. Tentative de redynamiser l'économie, incitation aux petits projets agricoles, permis de vendre librement la moitié de sa production. Discussion avec la Banque mondiale pour alléger la dette. Le régime prévoit un nouveau plan quinquennal, 1983-87, axé sur les services et la privatisation contrôlée, mais il ne voit pas le jour, mort de Touré. Ambiance de réconciliation générale, on signale la visite de tour définie de ministres d'étrangers, exemple. Premier ministre du Luxembourg en Guinée fin 1983. La Guinée confirme sa présidence prévue de l'OUA pour 1984. Le climat reste crispé mais à peu de procès spectaculaires. L'État surveille discrètement la dissidence, mais la campagne d'exécution massive est suspendue, mais les prisons restent pleines. Un mouvement d'opposition embryonnaire, membre du clergé, universitaire, commence à circuler clandestinement dans la diaspora guinéenne. La jeunesse de Conakry regagne un peu de liberté, cafés ouverts la nuit. Quelques leaders d'opposition auparavant exilés parviennent à publier des ouvrages critiques à l'étranger, romans de Keïta, etc. La Banque centrale annonce l'an 1983 une inflation contenue, 7%, mais cela repose sur le gel des prix imposés, en fait les marchés parallèles montrent un renchérissement. Exportation d'alumine et de bauxite repartent légèrement à la hausse, plus 10% en 1983, grâce à l'accord américain pour l'usine de Fria. En 1984. Le 26 mars 1984 à 15h23, heure de Cleveland, Sékou Touré meurt subitement d'un infarctus myocardique. Louis Lansana Béavogui, Premier ministre, assure l'intérim. Un deuil national est décrété, drapeau en berne 3 jours. Les obsèques, retransmises à la radio, sont marquées par la présence du Premier ministre français Pierre Mauroy, de délégations de pays amis et des représentants de l'ONU. Mise en place d'un gouvernement provisoire, Béavogui, mais les mesures restent en suspens. Les 3 et 4 avril, coup d'état militaire, capitaine Lansana Conté, met fin à l'ère Sékou Touré. La dictature d'Ahmed Sékou Touré, 1958-1984, a été marquée par une répression politique féroce et systématique. Des dizaines de milliers de personnes, estimation des ONG, 50 000 furent arrêtés, torturés, exécutés ou disparus. Les arrestations s'inscrivaient dans des complots, souvent fabriqués, PPG en 1959, complot des enseignants, 1961, etc., pour éliminer opposants réels ou supposés. Les procès furent expéditifs, tribunal révolutionnaire suprême, sans garantie juridique, et les condamnations souvent à mort pratiquement automatiques. Les principaux lieux de détention furent le camp de Boiro, à Kamayenne, et d'autres camps secrets, Kindia, Kankan, Alpha Yaya. Les événements les plus meurtriers eurent lieu après les crises majeures. Par exemple, en mai 1960 le complot dit du Parti progressiste guinéen entraîna l'exécution d'au moins 12 détenus au Mont Kakulima. En janvier 1971, plus de 80 cadres accusés de complot furent pendus ou fusillés.
En mars 1977, le secrétaire général de l'OUA Diallo Telli et des dizaines d'autres furent assassinés lors du prétendu complot Peul. Le régime utilisa largement la torture, diète noire, déshydratation, et le recours à la peine capitale. Après la mort de Touré, nombre de ces arrestations et exécutions sont commémorées par des associations de victimes, AVCB, mais demeurent en grande partie non jugées. Liste chronologique des cas, 1958-1984. Pour chaque année, sont listés les cas documentés, nom, arrestation, détention, accusation, sort. 1958, indépendance, montée en puissance du nouveau régime sans purges massives immédiates. Aucune arrestation politique majeure documentée. 1959 complot dit, Parti progressiste guinéen, 44 opposants présumés arrêtés, dont Ibrahima Diallo, Kaba Lamine, Diallo Yaya, Fodé Touré le Gros, le pharmacien Rossignol, etc. Motif, projet de créer un parti concurrent. Détenu au camp de Conakry puis transféré à Kindia, Cancan, etc. 1977 mai, exécution de détenus de l'affaire PPG au moins 12 prisonniers, Altariat, Bakal Sankon, Bangoura Ibrahima, Bari Amadou, Tella, Kamara Abou, Kipé, Shaoul Najib, Diallo Ibrahima, Gaëtan Fodé, Kaba El Hadj Lamine, Combo Fassinet, Mpadi Guibé, Mamadou Dian, Brosse, sont exécutés au Mont Kakoulima. Lieu d'arrestation initiale inconnu, sans doute Conakry, détenu au camp Kamayenne, Boiro. Motif officiel, appartenance au complot, PPG, en réalité, purge d'élite. 1961 complot dit, des enseignants, novembre, des dizaines d'enseignants et étudiants sont arrêtés lors d'une grève scolaire. Plusieurs sont torturés et emprisonnés à Boiro. Non cités par les victimes, ex. Souleymane Diallo, historien, Koulounou Kamara, Mamadou Bari, etc. 1964 affaire des ménagères, octobre une manifestation de mères d'élèves à Conakry est réprimée. Touré qualifie l'action de « troisième complot ». Des centaines de femmes, ménagères d'entreprises publiques, sont raflées dans les rues et envoyées au camp Alpha Yaya, où elles subissent torture et humiliation, déshabillage, marches forcées. Aucun procès formel, motif, mobilisation anti-régime, certaines victimes meurent de honte ou se suicident. 1965 complot contre Petit Touré, été purge dans la mouvance du parti unique. Arrestation d'Ousmane Siradio Keita, Petit Touré, chef de cabinet du président, et de plusieurs officiers, Dara, Silla, etc. La plupart sont torturés, condamnés à mort sans procès, sommes suspects noyés ou pendus. 1968 complot contre Kaba Diafodé et Abdoulaye Ba, arrestation de membres présumés du FPI, Parti progressiste, Peul, exécution sommaire de Kaba Diafodé, haut fonctionnaire, en février 1968. 1969 plusieurs affaires, coup manqué de Tidiane Keita, le frère cadet du président, colonel Tidiane Keita, est accusé d'avoir fomenté un coup. Condamné à mort puis amnistié. Complot des militaires Kaman Fodéba, Mars Caporal Fodéba et le capitaine Touré Kaman exécutés pour une conjuration prétendue. Affaire David Silla, colonel David Silla, armée de l'air, accusé de complot avec le Portugal, pendu. 1970-1971, 5e colonne, après l'opération des forces portugaises, novembre 1970 après l'assaut portugais, opération Mer Verte, Sékou Touré arrête plusieurs cadres, exemple. Fodéba Keïta, ministre de la Culture, Bala Camara, gouverneur BC de Guinée, Tierno Badji, etc. Ces prisonniers sont déportés au camp Boiro pour haute trahison. Le 25 janvier 1971, au moins 80 d'entre eux dont les ministres Bari Ibrahima, Bari III et Baldé Ousmane sont fusillés et pendus au pont de la Corniche, connu comme pont des pendus. Par la suite, des dizaines d'autres sont condamnés, morts ou libérés plus tard. 1973 affaire Wanda Oularé, février arrestation en Côte d'Ivoire de l'exilé Wanda Oularé, accusé de complot pro-occidental. Ramené à Conakry, emprisonné à Boiro, exécuté sans procès en mars 1973. 1976-1977 complot Peul, affaire Diallo Telli, décembre 1976 Archoff civil servant Pulse, faction du PDG. Lutte tribale magnifiée par l'appareil d'État. Le 1er mars 1977, Diallo Telli, premier secrétaire de l'OUA, ex-ministre, Koumandian Keïta, syndicaliste, Hassan Bellay, et plusieurs cadres Pulse sont torturés à mort au camp Boiro. Parmi les accusés figuraient aussi de hauts fonctionnaires, Fodéba Keïta, OK, présent mais blessé, exfiltré avant.
1977, août, mouvement des femmes contre la vie chère, révolte populaire en Guinée forestière, surtout Conakry, due à la hausse du prix du vivrier. Des arrestations massives de manifestants, y compris femmes, sont opérées, plusieurs perpétreurs présumés sont emprisonnés au camp Boiro, certains trouvent la mort en détention. 1978 affaire du stade du 28 septembre, conspiration supposée pour attaquer le sommet de l'OUA prévu en Guinée. Arrestation de membres de clubs sportifs. Condamnation sévère, mais peu d'exécutions connues. 1979 affaire du professeur Bamamadou, enseignant originaire de la baie, revient clandestinement du Sénégal début 1979. Arrêté à Boké en avril et emprisonné au camp Boiro. Et une dizaine de voyageurs, ayant pris le même camion sont accusés d'espionnage et de complot contre la sûreté. Tous sont détenus à Conakry, Boiro. Aucun procès public, les dossiers semblent étouffés sous le régime Lansana Conté, après 1984. 1980-1983 plusieurs affaires ponctuelles, complot des sentinelles de la présidence 1982, complot libyen 1982, complot de Pita 1982, complot OUA 1983, événement à Cinco, Mamou, Samou 1984, voit des arrestations de jeunes miliciens ou fonctionnaires. Les peines vont de la prison à l'exécution, quelques cadres religieux et miliciens exécutés en 1983. En pratique, peu d'informations disponibles publiquement, la plupart de ces complotistes ont disparu ou été libérés après la chute de Touré en avril 1984. La répression en fonction du calendrier politique, on note des pics d'arrestation, exécutions coïncidant avec les anniversaires et crises majeures, EG 1960, 1971, 1977. Les cibles premières sont les élites, ministres, militaires, syndicalistes, suivis des militants et en dernier lieu des citoyens de base, exemple. Ménagères 1964. Les procédures judiciaires sont généralement expéditives et arbitraires, tribunaux révolutionnaires sans recours, et les accusations, complot, sabotage, espionnage, sont vagues et préfabriquées. Les lieux de détention emblématiques sont le camp Boiro, Conakry, et des camps secondaires, Kankan, Kindia, etc. Ils furent les centres d'interrogatoire, torture et exécution. Après 1960, les pendaisons, par le petit bois, et exécutions au camp Boiro ou sur la plage de Conakry deviennent routinières. Les libérations sont rares, souvent liées à des circonstances extérieures, crise internationale, fin de mandat. Graphique, conceptuel, on peut tracer une chronologie des principaux événements, PX. Vague déplorant en 1960 un pic d'exécution au mont Kakulima, une seconde vague en 1971, etc., ainsi qu'un histogramme des exécutions connues par année. Par exemple, environ 12 exécutions en 1960 et 80 en 1971, pointe majeure, et quelques unités en 1977, Diallo Telly, le reste des années enregistrant peu d'exécutions confirmées. Ces tendances numériques sont bien sûr partielles, la documentation est incomplète. Les dates exactes d'arrestation sont souvent imprécises, on ne dispose que de l'année ou du mois. Les lieux d'arrestation ne sont pas toujours connus, les suspects pouvaient être arrêtés à l'étranger ou dans diverses villes. Les procès sont rarement documentés, peu ou pas de comptes rendus officiels. Enfin, de nombreux détenus sont disparus, sans laisser de traces, leur sort demeure inconnu ou caché. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ce contenu n'est pas seulement une vidéo, c'est un travail de mémoire, un rappel de l'histoire et un devoir de transmission sur la Guinée et l'Afrique. Votre attention, même pour quelques minutes, donne un vrai sens à cet effort. Nous ne cherchons ni à juger, ni à imposer une vision, mais simplement à retracer des faits, préserver la mémoire et permettre à chacun de mieux comprendre le passé. Sans vous, rien de tout cela n'aurait de valeur. Chaque vue, chaque soutien, chaque partage nous encourage à continuer à raconter, expliquer et transmettre ce que beaucoup ont oublié ou n'ont jamais connu. Que Dieu vous bénisse pour votre temps, votre respect et votre présence. L'histoire appartient à tous, et ensemble nous devons la garder vivante pour les générations futures. Merci infiniment. Dans le noir profond, le néon trace la frontière. Ici l'ombre s'efface devant la lumière rouge. Ce que les autres taisent, on le pose sur la table. La vérité n'attend pas qu'on la rende agréable.
Sur le bitume ou dans les salons, on dit tout. La carte se dessine, on prend le large, on dit tout. Pas de filtre, pas de faux semblants, on dit tout. Le continent s'éveille, le prix du silence est fou. Le prix du silence est fou. Ici on ne cache rien, le béton garde nos traces. Le micro capte l'onde, l'Afrique change de face. Un média qui dérange, une voix qui n'attend pas. Un média qui dérange, on s'arrête pas. On parle de tout ce que les autres ne disent pas. Abonne-toi, rejoins ceux qui disent tout. C'est la fin du silence, on dit tout.